1918. La France sort victorieuse de la Première Guerre mondiale. L'Alsace-Moselle redevient française 48 ans après son annexion par l'Allemagne. Et la Troisième République ressort plus forte que jamais, car elle a accompli ce que le Second Empire n'avait pas réussi à faire en 1870, apporter la victoire. Et pourtant, à peine 20 ans plus tard, la Troisième République n'est plus, terrassée par la guerre et remplacée par le régime de Vichy. Cette chute peut paraître très soudaine, mais en réalité, c'est le résultat d'un long déclin que nous allons aujourd'hui découvrir. Août 1914. Alors que la France était divisée entre les différentes factions politiques en place, la déclaration de guerre et l'invasion allemande met tout le monde d'accord. Il faut se battre et défendre la patrie attaquée. C'est ce qu'on appelle l'union sacrée. Les Français font taire leurs différends pour s'unir contre l'ennemi commun. Tous les courants pacifistes se sont tus ou ont été assassinés, comme Jean Jaurès le 31 juillet 1914. La mobilisation générale se passe bien. Les troupes sont motivées et le nombre de réfractaires est bien inférieur à celui prévu par l'état-major. Mais l'euphorie est de courte durée. Le premier mois de la guerre est marqué par une succession de défaites, provoquant l'angoisse générale. La quasi-totalité de la Belgique et le nord de la France sont occupés. À la fin du mois d'août, les Allemands ne sont qu'à 50 km de Paris. Et le 2 septembre, le gouvernement quitte la capitale pour s'installer à Bordeaux. Mais un miracle se produit. Entre le 6 et le 13 septembre, se déroule la bataille de la Marne qui stoppe l'avancée allemande et les fait reculer. Paris est sauvé. À ce moment, la population pense avoir réparé l'humiliation de 1870, que la guerre est sur le point d'être gagnée. Mais il n'en est rien. À l'automne 1914, après une série de combats visant à essayer d'encercler l'ennemi, le front se fige. Les tranchées sont creusées et la guerre de mouvement passe à une guerre de position. Le 8 décembre, le gouvernement revient à Paris. Et cette fois, il le sait, il doit se préparer à une guerre longue. Pour gagner, le gouvernement se rend compte que l'équipement est la clé. Il faut massivement produire des munitions, des casques et toutes sortes d'armes. L'État se met d'accord avec le patronat pour fixer des objectifs de production, à retirer des ouvriers du front pour faire tourner les usines, à faire travailler les femmes et y investir beaucoup d'argent. En 1916, l'effort de guerre représente 20% du PNB. C'est ce qu'on appelle plus communément l'économie de guerre. Tout ça est accompagné de grandes offensives qui ont pour but de briser la ligne de front. Mais sans succès. Les offensives s'enchaînent, les morts s'accumulent, mais le front ne bouge pas. La population, l'armée et le gouvernement sont épuisés. Face à cette situation, les différents gouvernements se divisent sur la conduite de la guerre. Alors pour continuer, le président de la République Raymond Poincaré décide de nommer comme président du Conseil des ministres Georges Clemenceau. Alors pourquoi lui ? Déjà, il a de l'expérience. Il a déjà été président du Conseil entre 1906 et 1909. Et surtout, il est plus que jamais déterminé à poursuivre la guerre coûte que coûte. Il a la motivation que plus personne n'a. Déjà pendant la guerre, alors qu'il était encore sénateur, il dénonçait tous ceux qui n'œuvraient pas à l'effort de guerre. Embusqués, ministres incompétents, privilégiés. Tout le monde y passe. Son slogan, tout pour la victoire. La guerre, rien que la guerre. Quand il arrive au pouvoir en novembre 1917, commence la période appelée la dictature Clemenceau. Il fait arrêter tous ceux qui sont considérés comme des traîtres ou des défaitistes. Ensuite, il accroît l'intervention de l'État dans l'économie pour gérer la production. Les interdictions et les rationnements se multiplient pour tourner les ressources vers l'effort de guerre. En bref, il devient l'homme fort de la République. La République, c'est moi! Toutes ces initiatives, combinées à l'arrivée des nouveaux contingents anglais et américains, permettent de résister aux offensives allemandes du printemps 1918. Après une contre-offensive victorieuse et l'effondrement de ses alliés, l'Allemagne décide de signer un armistice le 11 novembre 1918. Clemenceau, quant à lui, obtient le surnom de Père de la Victoire. La guerre est finie, ou presque. Il reste à faire la paix. Les pays vainqueurs se réunissent à Versailles à partir de 1919. La France espère punir l'Allemagne le plus possible, annexer le Luxembourg, la rive gauche du Rhin, voire même démanteler le pays. Mais rien de tout ça ne se fait. La France récupère l'Alsace et la Moselle, occupe la Rhénanie et reçoit des indemnités de guerre. Mais chaque vainqueur impose ses sanctions en fonction de ses intérêts personnels. Le 28 juin, la paix est signée. Ça y est, la Grande Guerre est derrière les Français.
on peut enfin souffler et reprendre la vie d'avant. Ou presque. 1,5 million de Français sont morts. 3 millions sont blessés ou invalides. La production industrielle chute. Et puis, l'Union sacrée disparaît en même temps que la guerre. Toutes les factions politiques se divisent à nouveau. En 1920, Poincaré termine son mandat présidentiel. Clemenceau se présente aux élections, mais il se fait devancer par Paul Deschanel et se retire avant de prendre sa retraite. Adepte d'un retour à l'ordre, la droite et le centre forment une alliance appelée le Bloc National pour lutter contre les socialistes. Elle sera majoritaire jusqu'en 1924 et tente de ressusciter l'Union sacrée. Mais ça ne marche pas vraiment. Le Bloc National est divisé sur pas mal de questions économiques, sociales et laïques. Et puis, il y a un nouveau parti qui a fait son apparition en 1920, le Parti communiste français. En 1924, ce jeune parti gagne 28 sièges à l'Assemblée nationale, et les différents partis de gauche se sont réconciliés, leur permettant d'obtenir la majorité après les élections. Bref, le Parlement est très divisé, et les gouvernements, comme les présidents, s'enchaînent sans se maintenir. En plus de tout ça, il y a autre chose que la Troisième République n'avait pas prévu, le changement. Une nouvelle génération d'adultes n'ayant pas fait la guerre espérait une réforme du régime en place. Elle dénonce le patriotisme, qui selon elle a mené à la guerre, elle milite pour plus de socialisme, et pour certains, le renforcement du pouvoir exécutif. Et ce dernier point est très délicat, car depuis le coup d'État de Napoléon III et la crise boulangiste, les parlementaires sont très réticents. Alors le président n'a que peu de pouvoir. Un autre point qui a fait couler beaucoup d'encre concerne le droit de vote pour les femmes. Après la Première Guerre mondiale, elles pensaient obtenir plus de droits après leur participation à l'effort de guerre. Après tout, les Anglaises, les Autrichiennes, les Néerlandaises et même les Allemandes ont eu le droit de vote après la guerre. Mais non. Pendant la guerre, il y eut plusieurs propositions de loi pour élargir le droit de vote aux veuves ou aux célibataires. Mais ça n'a pas abouti. Entre 1919 et 1933, plus de 24 propositions de loi sur le sujet sont votées. Mais à chaque fois, le Sénat refuse de manière intransigeante. Mais pourquoi ce refus aussi acharné ? 3 raisons sont évoquées par les sénateurs. Premièrement, les femmes n'ont pas eu assez d'instruction et d'expérience politique. Deuxièmement, la majorité des femmes ne réclament pas le droit de vote, donc c'est inutile. Troisièmement, elles sont influencées par le curé et bouleverseraient l'ordre politique établi. Le seul droit qui leur a été accordé fut celui de passer le baccalauréat en 1924. En bref, il y a pas mal de problèmes. Mais bon, ça va passer, non ? Et oui, comme si tout ça ne suffisait pas, un autre problème émerge en 1929. À New York, les économistes sont en panique. La bulle spéculative qui avait garanti la croissance économique a éclaté. Résultat, les États-Unis sont frappés d'une crise économique sans précédent. Les banques font faillite, la bourse perd sa valeur et l'économie est en chute libre. Les effets de la crise se répandent dans le monde entier. Mais ça prend plusieurs années. La France par exemple n'est affectée qu'à partir de 1931. Mais les effets restent les mêmes. Effondrement de l'économie, chômage de masse, baisse des revenus, et à cette crise économique s'ajoute une nouvelle crise politique. Partout en Europe émergent des régimes autoritaires, dictatoriaux et fascistes, en partie à cause de la crise. En France, la crise déçoit beaucoup de monde qui croyait en la République, car le Parlement, majoritairement de gauche, souhaite adopter une politique plus sociale, dans un contexte qui ne s'y prête pas. Et rien ne se fait, car les propositions faites se contredisent. Tout cela profite aux extrêmes de droite, comme de gauche. Le succès des régimes fascistes et communistes à résister à la crise favorise le dégoût du parlementarisme. Le 6 février 1934, le préfet de Paris, Jean Chiappe, est écarté du pouvoir car considéré comme trop à droite par le gouvernement de gauche. Diverses associations d'anciens combattants prennent cette décision comme une provocation et appellent à manifester. Les ligues d'extrême droite déclenchent un combat avec les forces de police, faisant 15 morts et 1 millier de blessés. L'aggravation de cette crise force les partis de gauche à s'allier pour faire face à la montée des dictatures. Pour contrer la droite et la menace de l'extrême droite, l'ASFIO, le Parti radical et le Parti communiste s'allient pour former en 1935 le Front populaire. Un bloc avec pour principal objectif de lutter contre le fascisme et la guerre. Pourtant, l'extrême droite n'est pas au pouvoir et n'a ni député ni sénateur. Alors contre quoi lutte-t-il concrètement ? En fait, la montée du communisme et du socialisme a fait changer d'avis une partie de la droite française, qui considère le communisme comme étant plus grave que le fascisme,
et se mettent à abandonner leur nationalisme anti-allemand. C'est à partir de cette période que se développe la peur du rouge et des discours du type plutôt Hitler que Blum. Les élections législatives se déroulent entre avril et mai 1936, et le Front populaire parvient à les remporter. Par la suite, il instaure des mesures sociales. Augmentation des salaires, création des congés payés, instauration de la semaine de 40 heures, nationalisation de l'industrie de l'armement, école obligatoire jusqu'à 14 ans, et création de la SNCF. C'est génial! La situation va s'améliorer alors. Non. Toutes ces réformes ont obligé l'État à augmenter les dépenses, et la situation économique ne s'améliore pas. Les salaires restent bas, les prix augmentent encore, et la monnaie se dévalue toujours plus. Les ouvriers et artisans sont déçus, et des divergences éclatent déjà au sein du front. Face à l'absence de résultats, le président du Conseil Léon Blum démissionne en avril 1938 pour être remplacé par Édouard Daladier, qui revient sur plusieurs acquis et parle de remettre la France au travail. Au mois de novembre, le front est dissous. En Europe, les signes du retour de la guerre sont présents. Depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'Allemagne s'est réarmée et a rompu le traité de Versailles. En 1938, elle annexe l'Autriche et se montre de plus en plus hostile à la paix. La situation à l'international concentre toute l'attention des Français. La guerre est imminente, mais personne ne veut la faire. Pas même le gouvernement. Le traumatisme de la Grande Guerre est toujours là. Ainsi, lorsque l'Allemagne souhaite annexer la région tchécoslovaque des Sudètes, la France et le Royaume-Uni abandonnent leurs alliés et donnent les Sudètes à l'Allemagne. La France est malgré tout soulagée. La paix est sauvée, en apparence. Car en mars 1939, l'Allemagne envahit le reste de la Tchécoslovaquie. Et le 1er septembre, elle envahit la Pologne. Cette fois, la France et son allié anglais ne peuvent plus laisser faire et déclarent la guerre à l'Allemagne. Mais rappelez-vous, le gouvernement ne veut pas faire la guerre. Alors, hormis une petite offensive rapidement stoppée dans la Sarre début septembre, rien ne se fait. C'est ce qu'on appelle la drôle de guerre. Ainsi, l'ordre de mobilisation générale est de nouveau lancé et le 26 septembre, le Parti communiste est interdit, car il a approuvé le pacte germano-soviétique qui prévoyait le partage de la Pologne entre l'Allemagne et l'URSS. Au gouvernement, Daladier démissionne pour être remplacé par Paul Reynaud, qui souhaite mener la guerre de manière ferme. Finalement, la guerre arrive le 10 mai 1940. La Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France se font attaquer. Sauf que cette fois, il n'y a pas de miracle de la Marne. L'armée française recule partout. Le 14 juin, Paris est occupé par l'armée allemande. Le 16, Paul Reynaud démissionne. Le lendemain, c'est le maréchal Pétain qui est nommé président du Conseil, sur recommandation de Reynaud. Et il décide d'appeler à cesser le combat. Le 22 juin, la France signe un armistice avec l'Allemagne et le pays se voit divisé entre une zone occupée et une zone libre. Même si certains militaires et politiciens ont décidé de continuer la lutte, la France s'est résignée à la défaite. Mais la République est toujours là, pour l'instant, car Pétain avait déjà prévu de réformer ce régime vieillissant à sa manière. Il arrive au pouvoir dans un contexte très difficile et affirme faire don de sa personne à la France. Dans les faits, il était encore avide de pouvoir et de promotion. Il attendait ce moment. Ses soutiens favorisent l'écartement de l'opposition. Pierre Laval, par exemple, a organisé le 21 juin une rencontre avec le président Albert Lebrun pour l'intimider et mettre fin au projet de continuer la lutte dans les colonies. Le 29 juin, le nouveau gouvernement quitte Bordeaux et s'installe à Vichy, une ville hôtelière bien reliée à Paris qui faciliterait l'installation du gouvernement. Suite à cela, Pierre Laval appelle à organiser un vote pour permettre à Pétain de réformer la Constitution. Le vote est organisé le 10 juillet en présence des députés et des sénateurs. Le tiers d'entre eux est absent à cause de la dissolution du PCF ou du départ de certains parlementaires. Mais le résultat est le même. Les parlementaires ont voté pour donner les pleins pouvoirs constituants à Pétain. Cela ne veut pas dire qu'il a tous les pouvoirs, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça signifie qu'il peut changer la Constitution. Et il l'a fait pour créer un nouveau régime politique autoritaire, xénophobe et antisémite, centré autour de sa personnalité. La Troisième République vient de signer son arrêt de mort. Dès le lendemain, le président Lebrun est destitué. Pétain s'auto-attribue les pleins pouvoirs et efface le terme de république de tous les actes officiels. Ça fait beaucoup d'informations, alors synthétisons tout ça en une question. Qu'est-ce qui a causé la chute de la République ?
En 3 mots, épuisement, stagnation et résignation. La Première Guerre mondiale a épuisé la France dans tous les sens du terme. Économique, militaire, démographique et idéologique. Tout ça a amené à des remises en question et à des désirs de changement qui ne sont jamais arrivés à cause de contradictions dans les propositions et par un manque de volonté. Face à la montée des régimes autoritaires en Europe, beaucoup de parlementaires ont perdu foi en la République et la démocratie. Dans un contexte de crise économique, politique et de défaite militaire, beaucoup pensaient la chute de la Troisième République inévitable. Les changements ont finalement eu lieu, mais pas de la manière attendue. Le régime de Vichy se maintient le temps de l'occupation allemande, et le prix du retour de la République sera celui du sang.